Bonjour à toutes, donc voici la vidéo qui suit la précédente qui était le propos introductif au cours d'art et culture. Alors, pour rappel, dans la vidéo introductive, je cernais finalement la problématique centrale qui allait nous occuper, à savoir la question de l'objectivation de la subjectivité, du comment la subjectivité peut-elle s'objectiver. Et donc je vous avais proposé une double compréhension de la problématique, à savoir premièrement comme donc l'objectivation de la subjectivité comme conscience de soi de la connaissance, et une seconde option qui était l'objectivation de la subjectivité comme connaissance de la conscience de soi. Le point qui va nous occuper principalement pour le moment, ça va être la subjectivité comme conscience de soi de la connaissance. Pour rappel, la conscience de soi de la connaissance, c'est une position qui vise à s'interroger sur les possibilités pour une connaissance de se conscientiser. Et donc, en l'occurrence, ici, nous, ce qui va nous occuper, c'est plutôt, c'est pas n'importe quelle connaissance, c'est une faculté connaissante qui est la perception. Et donc, le travail qu'on va essayer de faire, c'est d'arriver, par rapport à des éléments circonstanciés et particuliers, d'amener la perception à se conscientiser elle-même, c'est-à-dire arriver à une conscience de soi de la perception. Okay. Et donc pour ce faire, on va traverser un ensemble d'auteurs et d'analyses que vous trouverez principalement en page 22 jusqu'à 39 du syllabus que je vous ai déposé sur le Moodle et qui a été relayé sur le Facebook. Et également, il y a un PowerPoint que je déposerai sur le groupe Facebook aussi, où vous avez l'ensemble des images des œuvres picturales qui ont été analysées. Bien. En 1967, vous avez Yarbus, un chercheur russe, qui pour la première fois s'intéresse à la perception relativement à un objet particulier qui est un objet esthétique. Il se pose la question de savoir comment est-ce que notre perception, nos yeux, principalement notre perception visuelle, comment notre perception se comporte par rapport à une œuvre d'art pictural, une peinture. Ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'ils choisissent comme objet de l'analyse une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est un objet qui a une nature telle qu'il faut lui reconnaître qu'il a une composition. C'est un objet qui est composé et qui est volontairement composé. Il ne va pas de même des objets de la nature. C'est beaucoup moins évident. Tandis qu'une œuvre d'art, elle est composée. Dans bien des cas, elle est faite pour être vue à une certaine distance, d'un certain point de vue, d'une certaine position par rapport à elle. Et donc, elle est travaillée pour attirer l'attention, pour créer des attentions perceptuelles ici et là sur la toile. Donc, il y a une structure compositionnelle de l'œuvre. Et ce que Yarbus va essayer d'observer, c'est de se demander, tiens, dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire observer que la structure compositionnelle d'une œuvre, qui n'est pas toujours directement visible, ça peut être des éléments, ça peut être des axes, ça peut être des lignes de force, ça peut être des contrastes de couleurs, ça peut être comme Boulot l'utilisait dans un très beau livre, une charpente géométrique, une géométrie secrète des peintres. Donc en fait, c'est des rapports de proportion qui sont établis dans la composition, des rapports mathématiques parfois assez élaborés. Et donc, comment est-ce que cette composition influence le comportement oculaire et est-ce que le comportement oculaire, dans ses mouvements, dans ses points de fixation, dans ses saccades, suit cette composition? Ce qui est très intéressant, donc, c'est que, si vous comprenez bien le propos, c'est que le fait qu'il y ait objectivement une composition dans l'œuvre, c'est-à-dire une structure qu'on peut objectiver, qu'on peut montrer, qu'on peut manifester, et parfois les peintres l'ont fait eux-mêmes, eh bien, permet donc de rendre compte tout aussi objectivement, tout aussi explicitement d'un comportement oculaire relativement à une structure identifiable. Et donc, ce que Yarbus faisait, donc il prenait une peinture de Yefimowitsch, le visiteur inattendu,
Où, donc là je renvoie au PowerPoint, il observait, donc il demandait à un spectateur lambda, donc pas une personne entraînée ou exercée à regarder une œuvre, donc pas un artiste, mais il demandait à une personne lambda de regarder pendant 3 minutes l'œuvre en question. Et ce qu'il observait, c'est que très rapidement, le regard allait déceler des points de saillance, des punctum saliens, c'est-à-dire des points sautants, des points d'attention, des points qui attractent, si vous voulez, le regard. Et ces points, quels étaient-ils? Eh bien, quels étaient-ils? C'était des points, les visages, principalement les visages des personnages représentés dans l'œuvre. Et ce que Yarbus observait, c'est que à partir d'un certain temps, et très rapidement, le spectateur avait établi un parcours oculaire et qu'il regarde l'œuvre pendant 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, son parcours oculaire n'allait pas changer. Son parcours oculaire allait rester le même, de telle sorte que, une fois les points de saillance repérés, donc principalement les visages, eh bien, le regard allait simplement retourner, répéter, reproduire son mouvement, parfois un petit peu s'égarer, mais pour l'essentiel, et dans une moyenne, reproduire son mouvement. Et donc, c'est pour ça que la question de la composition est très intéressante, c'est qu'elle permet justement de rendre compte de la reproduction d'un même parcours, autour de points qui sont volontairement attractifs. Vous avez beaucoup plus tard Locker et Nodin, il y avait plein d'autres chercheurs, hein, mais Locker et Nodin, donc des auteurs qui travaillent du côté des États-Unis, qui continuent les recherches de Yarbus et qui partent d'un postulat que la perception est holistique. Alors eux, ils entendent même cela au niveau de la perception visuelle. Donc rien qu'au niveau de la perception visuelle, il y a une dimension holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour eux, la perception saisit le tout, une sorte de globalité, avant de saisir des éléments de partie. Autrement dit, la perception visuelle, pour eux, n'est pas composée d'un ensemble d'éléments, d'un ensemble d'informations sensorielles qui viendraient s'additionner et ensemble faire le tout de la perception, mais c'est bien au contraire la saisie d'un tout, premièrement, à partir de laquelle saisie, ensuite on peut comprendre les parties. Autrement dit, les parties n'apparaissent qu'après le tout. Ce qui est très intéressant, c'est que Locker et Nodin et McGuinness, donc ce sont une série d'auteurs, vont proposer une hypothèse que cette composition de l'œuvre, donc ils travaillent aussi avec des œuvres picturales, des peintures, le Caravage, Rubens, Seurat, la perception, la saisie de la composition, de la structure implicite de l'œuvre est une saisie préintentionnelle. C'est-à-dire que le spectateur saisit la composition, c'est-à-dire les points d'intérêt de l'œuvre, les points de saillance, c'est-à-dire, si vous voulez, les points qui manifestent la structure, implicite, et il les repère avant même d'avoir bougé les yeux, avant même qu'il y ait un mouvement oculaire. La saisie compositionnelle, la saisie de la composition est réalisée. C'est pour ça qu'il parle d'une perception pré-attentionnelle, donc avant même qu'il y ait une attention, en deçà de 100 millisecondes. Donc c'est tout à fait inconscient. En tout cas, ce n'est pas l'épreuve d'une volonté, ce n'est pas le résultat d'une volonté. Et donc, ils vont dire, ça c'est leur théorie de base, et donc ils vont essayer de l'expliciter, ils vont dire, dans les œuvres, on retrouve principalement deux types d'équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, c'est, si vous voulez, justement, la manière dont l'ensemble de ces points de saillance, avec les axes, avec les lignes de force, les points d'attraction, etc., vont créer tous ensemble une sorte d'équilibre que le regard va reconnaître immédiatement et autour duquel il va graviter. Et Locker et Nodin vont dire qu'il y a deux types d'équilibre dynamique. Il y a un équilibre qui est un équilibre qui va plutôt
stabiliser, favoriser la stabilisation de points de fixation, c'est-à-dire favoriser une fixation de l'œil sur certains points de saillance et augmenter leur temps. Et puis vous avez un autre type de comportement oculaire, un autre type d'équilibre, qui est un équilibre qui est un équilibre diversif, donc c'est-à-dire qui a tendance à disperser le regard et à générer un comportement exploratoire. Le premier équilibre, c'est en anglais Specific Exploratory Behavior, donc c'est-à-dire un comportement qui va spécifier, et donc en l'occurrence qui va augmenter le temps des fixations. On donnera quelques exemples à la suite. Et puis vous avez le deuxième comportement qui est le Diversive Exploratory Behavior, donc c'est-à-dire un équilibre qui va avoir tendance à générer un comportement de disparité. Autrement dit, on va observer des saccades oculaires, donc des mouvements des yeux qui cherchent à fixer les choses, qui cherchent à mettre en vision fovéale, la vision la plus nette, les éléments à observer, les éléments d'intérêt, les points de saillance. Et vous avez donc ces saccades qui vont s'opérer, puis un ensemble de points de fixation. Et le Diversive Exploratory Behavior, c'est quelque chose qui va plutôt générer un comportement exploratoire précisément parce qu'on ne trouve pas un point de saillance ou un centre dynamique sur lequel s'arrêter. Mais parce qu'il n'est pas précisément marqué, il est soit légèrement décalé par rapport à un centre, donc il est légèrement asymétrique, ou parce qu'on n'arrive pas à le définir et à le circonscrire définitivement, il est toujours en quelque sorte en train d'échapper, ça va générer un comportement d'exploration. Les théories qui sont là derrière, notamment, ce sont des théories qui vont dire que le cerveau, la perception, en l'occurrence visuelle, va tenter de chercher un équilibre, de retrouver un équilibre. Et c'est ça qui va la mettre en mouvement. Elle cherche l'équilibre, mais comme elle ne le trouve pas, la composition ne le contient pas, si vous voulez, alors qu'elle aurait pu le marquer à chaque fois, elle le fait manquer, eh bien, le regard demeure dans un comportement de recherche, d'exploration pour saisir précisément l'équilibre en question, qu'il ne trouve jamais. Donc on est dans une sorte de tension asymptotique comme ça, qui n'aboutit jamais véritablement et qui stimule donc, qui est très accrocheur pour le regard, mais qui est, si vous voulez, un mouvement plus inquiétant, si vous voulez, qui stabilise moins autour de fixations qui vont en quelque sorte densifier le regard autour de quelques points d'intérêt. Ça, ce sont les deux types de comportements. Voilà, on se donne rendez-vous dans une vidéo suivante pour prendre l'ensemble des exemples sur lesquels on va observer concrètement ces comportements-là par rapport à ces équilibres.